Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de meurtres, à l'exception près que ceux-ci ont tous été perpétrés par des enfants. Entre 7 et 15 ans, ceux-ci, mus d'une volonté qui nous dépasse totalement, ils ont tous commis des meurtres, la plupart du temps sans aucun remords. Bref, n'attendons pas une minute de plus, nous nous retrouvons en fin de vidéo pour vous dévoiler la bonne réponse, mais en attendant, commençons cet épisode sur les enfants tueurs. Cette histoire se déroule à Jacksonville, en Floride, au courant des années 1998. Joshua Phillips, né en mars 1984, est le fils unique de la famille. Steve, son père alcoolique et addict aux drogues, a un comportement des plus violents envers sa femme, la mère de Joshua. Celui-ci racontera plus tard qu'un soir, pénétrant dans la chambre de ses parents, il avait vu son père envoyer un violent coup de poing à travers le mur, ce qui terrorisa à vie, lui qui vivait alors avec des règles strictes imposées par Steve. Aux alentours de 5 heures de l'après-midi, le 3 novembre 1998, Maddie Clifton disparaît. Un premier suspect est arrêté, mais son alibi tient la route et la recherche continue. Alors que la police décide de stopper celle-ci, la communauté locale continue les recherches, offrant 50 000 puis 100 000 $ à quiconque aiderait à retrouver Maddie. Joshua Phillips lui-même participera aux recherches activement et la série télé America's Most Wanted offrira aussi son aide. Les recherches se concluront une semaine plus tard quand Melissa, la mère de Joshua, alors en plein nettoyage de sa chambre, remarque que le lit d'eau a une fuite. En l'examinant de plus près, elle finit par remarquer qu'un corps, celui de Maddie Clifton, y est caché en dessous. Elle alerte alors la police qui procède à l'arrestation de Joshua, alors en classe. Il sera déterminé que Maddie a été tuée par coups de couteau et de batte de baseball. Joshua, lors de son procès, expliquera donc comment s'est déroulé le meurtre. Le 3 novembre 1998, Maddie vient frapper à la porte des Phillips et demande à Joshua de jouer avec elle au baseball. Celui-ci accepte, même si son père lui interdit de voir des amis quand ceux-ci ne sont pas à la maison. Malheureusement, alors que Maddie lui lance la balle, Josh frappe dans celle-ci, qui fonce sur l'œil de la fille, qui fond en larmes et hurle, la tête ensanglantée. Pris de panique à l'idée que son père découvre l'histoire, il emmène Maddie dans sa chambre et décide de l'étrangler avec un câble de téléphone pendant 15 minutes. Après coup, la fille n'étant toujours pas neutralisée, il lui donne un coup de batte, puis la cache sous la base de son lit d'eau. Son père rentré à la maison, ils discutent ensemble un petit moment, puis quand celui-ci part vaquer à ses occupations, Joshua retourne dans sa chambre pour y entendre la petite Maddie gémissant faiblement sous le lit. Il retire alors celui-ci et la poignarde à mort de 11 coups de couteau. Le procès de Joshua se fait à Polk County en Floride et il est accusé de meurtre au premier degré et sera condamné à la prison à vie, s'évitant la peine de mort car trop jeune. Il a alors 16 ans lors du procès. Il semblerait que le meurtre ait été motivé par la crainte provoquée par son père, Steve, sur le jeune et vulnérable Joshua qui, craignant des représailles, a préféré tuer la petite Maddie. Il est aujourd'hui toujours emprisonné et attend patiemment de pouvoir à nouveau faire appel en 2023. Sofia Pereira est née le 12 août 1984 à Braga, une petite ville au nord de Porto, au Portugal. Elle est âgée de 9 ans lors de son crime. Elle est élevée dans une famille aimante, un père et une mère présents pour l'éduquer, mais surtout l'aider à supporter un trouble du comportement qui s'intensifie avec les années.
En effet, Sofia a des troubles du contrôle des impulsions. À son plus jeune âge, cela s'apparentait alors à de la kleptomanie, elle qui volait des sachets de friandises dans les magasins où ses parents l'emmenaient. Rien de surprenant jusqu'à présent pour ceci, sauf quand, à l'âge de 6 ans, Sofia se laisse aller à des crises de colère intenses, durant lesquelles rien ne l'arrête. À bout de force, les parents entraînent la petite fille chez un psychiatre qui trouvera temporairement de quoi canaliser ses pulsions. Elle doit alors prendre certains médicaments quand les crises interviennent, notamment pour la calmer et l'empêcher de blesser son entourage ou elle-même. Ses parents, Ignacio et Teresa, la soutiennent dans cette épreuve et à l'école, les professeurs, au courant de la situation, l'encadrent au mieux pour ne pas lui faire subir une scolarité difficile. Malheureusement, à l'âge de 9 ans, ces crises de colère qui se soldent par d'intenses pleurs sont fréquentes à la cour de récréation et entraînent les moqueries de ses voisins de classe. L'une d'entre elles, Carla Rodriguez, dans la même classe que Sofia, est particulièrement attachée à lui faire vivre un enfer. Sofia vit alors un moment d'extrême angoisse. Ses parents, lors de son procès, annonceront même qu'elle eut avant le meurtre des envies suicidaires, chose très rare pour un enfant de si jeune âge. Malgré l'amour de ceux-ci et l'aide de ses professeurs d'école, ses pulsions l'entraînent vers toujours plus de colère, jusqu'au jour du drame. Le 13 mars 1993, la jeune Sofia se fait emmener à l'école par ses parents. Ceux-ci ne sont au courant de rien, pourtant, elle a discrètement mis dans son sac à dos un petit couteau de cuisine. La matinée se déroule normalement et à l'heure de la pause déjeuner, les enfants rassemblés dans la cour, Sofia s'approche de Carla. Elle ne peut plus soutenir son regard sans éprouver une colère qui l'enrage. Elle sort le couteau de sous sa jupe, le brandit et l'abat 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, sur le torse et le visage de Carla qui s'effondrent sous les regards effarés des autres élèves. Les professeurs témoins de la scène disent avoir vu Sofia la bouche ouverte dans un immense rictus, les yeux écarquillés. La jeune fille assiste à son procès le 28 mai 1993 à Porto et elle sera internée en hôpital. Elle y restera plus de 10 ans en soins, occasionnant de nombreuses bagarres avec les autres patients, mais finit par se calmer et canaliser ses émotions dans la peinture. En 2003, à l'âge de 20 ans, elle sort de l'hôpital, libérée de ses démons. Elle a aujourd'hui 37 ans, est une artiste accomplie qui a déjà participé à plusieurs vernissages dans de grandes galeries d'art européennes, et ses tableaux se vendent très cher, devenus des objets de convoitise par ceux qui connaissent son histoire. Cette terrible histoire se déroule à Liège, une ville belge bordant la Meuse au début des années 2000. Jonathan Willem est un jeune garçon de 11 ans qui habite dans la banlieue pauvre de la ville. Ses parents travaillent tous deux dans une usine de recyclage de plastique et leur emploi ne leur permet pas d'être souvent à la maison avec leurs enfants. Jonathan a un frère, Luc, âgé de 6 ans, et une petite sœur, Emma, 4 ans. Depuis tout petit, Jonathan a toujours mal vécu la naissance de son frère et de sa sœur, souhaitant s'accaparer à lui tout seul le peu de temps libre dont disposent ses parents. À l'école, c'est un élève turbulent, farceur, mais qui obtient des notes tout juste moyennes pour ne pas alerter ses parents outre mesure. La maison des Willem est une petite maisonnette en briques, accompagnée d'un petit jardin desséché au bord de la Meuse. Cette description est importante car notre cher Jonathan, un beau jour de printemps pendant les vacances de Pâques, va vicieusement faire sortir son frère et sa sœur de leur maison pour les noyer dans le fleuve qui passe devant chez eux. Le matin du 8 avril 2001, les parents des 3 enfants se mettent en route pour le travail. Comme à l'accoutumée, c'est à Jonathan que revient la tâche de veiller sur Luc et Emma pendant que ses parents sont absents. La veille, une dispute avait éclaté quand Jonathan avait demandé à ses parents de l'emmener à Disneyland Paris, son rêve depuis tout petit, rêve qui ne se concrétisera toujours pas, les moyens financiers des parents trop limités pour voyager jusque là-bas avec 3 enfants. Jonathan avait concocté son plan pendant la nuit et aujourd'hui, il passe à l'action. Ses parents partis, il récupère les doubles des clés disposées sur le compteur électrique, puis propose à son frère et à sa sœur de sortir dans le jardin pour s'amuser. Dehors, ils jouent ensemble un petit moment,
puis il leur propose de sortir, traverser la route pour observer le fleuve. Luc est réticent, papa et maman ne veulent pas qu'ils sortent en leur absence, mais Jonathan est le grand frère, et il s'avoue vaincu en boitant le pas de son frère déjà sorti. Jonathan les entraîne devant le fleuve, personne à l'horizon pour le moment. Celui-ci fait semblant de se chamailler avec Emma, puis la prend et la pousse violemment en direction de la Meuse. Celle-ci n'a pas le temps de se retenir et tombe dans le fleuve. Le courant y est fort à cet endroit et elle se fait emporter rapidement par les eaux. Luc est figé sur place. Son grand frère, lui aussi, se fige un instant devant son acte. Il reprend cependant ses esprits rapidement et empoigne son petit frère, l'emmenant dangereusement vers le bord. Au loin, un couple se balade sur le bord de l'eau. L'homme aperçoit ses deux enfants se chamailler et accourt vers eux, trop tard cependant. Jonathan pousse de toutes ses forces son frère qui tombe à la renverse dans l'eau glacée. Rapidement, l'homme se jette à l'eau et parvient in extremis à accrocher le bras de Luc, se noyant sous les remous du fleuve. Jonathan reste sur place, rejoint par la femme qui lui demande ce qu'il s'est passé. Le petit garçon évoque avec regret ne pas avoir pu aller à Disneyland à cause de son frère et de sa sœur, et les éloigner définitivement lui permettra enfin d'aller là-bas. Le couple choqué appelle la police. Le 15 juin 2001, Jonathan se retrouve devant le tribunal de justice pour l'homicide volontaire d'Emma, malheureusement retrouvée trop tard à des kilomètres de sa maison, et pour la tentative d'homicide volontaire non accomplie de son jeune frère, sauvé à temps par le couple. Trop jeune pour purger une peine d'emprisonnement, il est emmené sous les yeux hébétés de ses parents dans un centre de jeunesse placé sous garde. Il sera réhabilité par des intervenants spécialisés. Les parents se sépareront, n'arrivant pas à faire le deuil de la perte de leur fille et quelque part aussi de l'aîné, Jonathan, qui restera presque 10 ans dans le centre de réhabilitation. Aujourd'hui, celui-ci regrette amèrement son acte et intervient bénévolement dans des centres pour y raconter son histoire et aider les jeunes à se remettre sur le droit chemin. Nous voici dans la conclusion de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, avant de vous révéler la véritable histoire, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker et de laisser un petit commentaire. Mais venons-en aux faits. La véritable histoire est celle d'un jeune homme qui a préféré tuer sa copine de jeu plutôt que d'affronter les représailles de son père s'il avait découvert qu'il avait joué en son absence. En effet, Joshua dira à son procès qu'il était tellement effrayé par son père que la possibilité qu'il se fasse attraper en train de jouer avec quelqu'un lui était totalement impossible à envisager. Il a donc préféré tuer cette fille et la cacher sous son lit d'eau. Bref, aucune anecdote à rajouter à cette histoire, celle-ci se suffisant à elle-même. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt.